Mesdames et messieurs, bonsoir. Un plaisir de vous retrouver pour le débat du soir. Ce 30 janvier 2026, l'actualité nous emmène à la frontière nord de notre pays. Dans la nuit du mercredi au jeudi 26, dans la nuit du mercredi au jeudi, l'aéroport international de Niamey a été le théâtre d'une attaque violente faisant une vingtaine de morts chez les assaillants selon la junte militaire nigérienne. Si l'organisation État islamique a officiellement revendiqué l'assaut, le général Abdourahmane Tiani a choisi une autre cible politique. Dans une déclaration devenue virale sur les réseaux sociaux, il accuse nommément les présidents Emmanuel Macron, Alassane Ouattara et Patrice Talon d'être des sponsors des assaillants. Depuis le putsch de 2023, vous le savez, la relation entre Cotonou et Niamey semble quelque peu enfermée dans une spirale de méfiance. Patrice Talon est-il devenu le souffre-douleur préféré et systématique d'une junte en quête de bouc émissaire et d'une junte qui semble privilégier la rhétorique de l'ennemi extérieur à la réalité du terrain? Nous ferons le débat ce soir. Et au plan national, le verdict des urnes du 11 janvier 2026 passe désormais par le filtre de la justice. Les premiers recours ont été déposés devant la Cour suprême. Vous comprenez qu'il s'agit des élections communales. Porto Novo à Lokossa en passant par Akromis, Rété, Zer, Lada. Des candidats dénoncent des écarts flagrants entre les procès-verbaux des bureaux de vote et les chiffres proclamés par la Sénat. Entre soupçons de bourrage d'urne et erreur de centralisation, la Cour suprême est désormais le dernier rempart pour trancher ces litiges fratricides, pour garantir la stabilité de nos communes. Pour le débat ce soir, 3 invités. Je suis avec Innocent Godonou. Vous êtes enseignant de profession. Sur ce plateau, vous nous aidez à comprendre l'actualité selon vos angles d'analyse. Bonsoir à vous. Bonsoir Madame Pouboula, bonsoir chez vous, chers téléspectatrices et téléspectateurs. Monsieur Ablaye Hamzat, lui, il est consultant géopolitique. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. C'est un plaisir de me prêter à cet exercice. Plaisir partagé. Et enfin, Nicolas Sopetan, également enseignant, analyse politique sur ce plateau. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Madame Pouboula, bonsoir aux amis téléspectateurs, ravi de renouer avec le plateau. Le plaisir, il est partagé. Vous avez raison. Je pense que c'est la première de janvier pour vous, c'est ça? Bien sûr. Ah d'accord. Bon. Merci de renouveler donc votre fidélité à cet exercice tous les vendredis. Vous êtes tous en noir, je suis en couleur, au moins. La cravate de Monsieur Ablaye a donc, comme moi, donné un peu d'harmonie dans ce noir sombre. Allez, ça c'était juste pour vous chahuter et on démarre notre plateau par le premier sujet concernant la situation ou les accusations du Niger. Vous savez, vous avez tous écouté cette déclaration de Abdourahmane Tiani. Monsieur Hamzat Abdoulaye, alors que l'État islamique a officiellement revendiqué, on apprend l'attaque de Niamey, comment analysez-vous ce qu'on peut appeler l'obstination du général Tiani à désigner Patrice Talon et autres présidents comme sponsors de ces attaques? Alors, nous sommes dans une configuration classique qu'on connaissait du général Tiani, qui, la plupart du temps, accuse, quand ce n'est pas le Bénin, c'est la France ou la Côte d'Ivoire. Alors, il faut préciser une chose, nous sommes en face d'une configuration plus ou moins classique d'attaque d'un groupe armé terroriste qui ne cherche pas forcément à déstabiliser un État, mais peut-être à tester sa sécurité et sa base de défense. Donc, accuser de front le président français Emmanuel Macron ou le président béninois
ou ivoirien. Je pense que c'est du déjà vu, on l'a tous déjà observé depuis 2023. Il faut toujours trouver un bouc émissaire à ces problèmes. Mais le problème du Niger est bien plus profond que ce qu'on observe aujourd'hui. Depuis 2023, la question du développement n'a jamais été abordée. La question de l'économie est restée là où elle était, c'est-à-dire toujours posée, à laquelle on ne trouve aucune réponse. La question du social aussi est restée plantée bien sous terre. La question aussi de la diplomatie a pris, je vais dire, plusieurs années de vieillesse. Et ça pose un problème fondamental face à la méthodologie de la junte au pouvoir, qui est peut-être obligée d'accuser tout le monde pour justifier cette lenteur chronique observée et dénoncée aussi par les Nigériens. La deuxième chose à ce niveau, c'est que, oui, on fait bien de le dire, il y a une crise de la confiance qui s'est installée entre le Bénin et le Niger, mais ça ne date pas d'aujourd'hui, mais c'est des choses qui arrivent face à des enjeux clés comme la question des coups d'État, la question de la déstabilisation d'un État démocratique. Il est impératif pour un État, par exemple, comme celui du Bénin, d'élever la voix et de prévenir ce qu'a fait le chef de l'État à l'époque. Et après, en 2025, je pense que le chef d'État béninois était dans une tentative de dégel, mais à aucun moment on n'a observé la même ambiance du côté du Niger. Donc c'est pour dire, pour finir, que la posture du Niger ne règle pas les problèmes, et dans ce jeu de passe-passe de mots difficiles, on est complètement à côté de la vraie méthode diplomatique qui veut, avant tout, pour se prononcer sur ces questions très graves, se baser avant tout sur un argumentaire, sur des preuves, avant de s'accuser. Aujourd'hui, on en est bien loin, et c'est dommage pour un État qu'on a toujours vu et identifié comme étant un État frère, qui a à sa tête aujourd'hui un chef d'État va-t-en-guerre dans ses propos, mais heureusement que le Bénin a toujours pris de la hauteur. Des propos va-t-en-guerre également pour vous. C'est vrai que Abdourahmane Tiani, c'est pas la première fois. Hein, si c'est pas que Patrice Talon veut prendre un troisième pouvoir, c'est que Patrice Talon a fait. Donc si et ça, c'est pas la première fois qu'on l'entend accuser le chef d'État béninois. Mais là, l'accuser de sponsor d'actes terroristes n'est pas suffisamment grave, Monsieur Soupeta. Pardon, Monsieur Godon, voulais-je dire. Oui, on peut d'abord, a priori, affirmer que c'est une déclaration grave, mais quand on rentre un peu dans le discours politique, c'est-à-dire que il faut comprendre, à partir d'un moment donné, les putschistes qui sont arrivés au pouvoir sont dans une aventure d'une certaine légitimation au fait de leur régime, de leur pouvoir politique. Et pour asseoir cette confiance, pour faciliter cette adhésion ou cette communion avec le peuple, ils sont obligés de chercher des boucs émissaires. C'est dont on parle de 2023 quand même. Nous sommes en 2026, ça fait 3 ans. Je n'en disconviens pas, mais ils sont toujours dans ce style-là, parce que quand on écoute un peu dans le développement de Hamzat, la question sociale n'est pas abordée, la question économique, la question de développement n'est pas abordée, parce qu'ils sont venus au pouvoir dans l'impréparation totale, parce qu'il faut être préparé à être là. Alors, par rapport à la question, est-ce que le président Talon est un souffre-douleur pour lui? Moi, je répondais non. Pourquoi je le dis? Le vrai problème de Tiani, c'est d'abord la façon dont lui-même il est arrivé au pouvoir, qui n'est pas tout à fait légitime. Le deuxième facteur... Pas tout à fait, ce n'est pas en tout cas... Ce n'est pas légitime. Voilà, c'est pas du tout légitime. C'est pas du tout légitime. Voilà. Et le deuxième aspect, c'est le problème du terrorisme. Ils ne sont pas encore arrivés, en fait, les pays de l'AES ne sont pas encore arrivés à trouver réellement une solution par rapport à ce terrorisme. Alors là, on se pose la question, est-ce que c'est le président Talon qui est responsable de ce déficit sécuritaire qui a conduit les assaillants à attaquer un secteur névralgique du système aéroportuaire je vous dis que c'est la base 101 qui abrite non seulement le siège de la force multinationale de l'AES,
Mais on aurait aussi appris que c'est aussi une base qui protège, bon, en quelque sorte, hein, qui a à sa disposition un conteneur d'uranium qui appartiendrait à un géant minier français, Orano. Et là, tout ce problème-là, alors que c'est eux-mêmes qui l'ont orchestré, parce que eux, unilatéralement, ils ont décidé de casser les accords avec ce géant minier. Donc, c'est autant de problèmes qu'il faut énormément faire face que d'aller chercher des boucs émissaires, parce que quand on prend l'axe Paris, Abidjan, Bénin, Abidjan, Cotonou, on voit qu'ils sont dans leur logique pour pouvoir bien donner de la valeur, de promouvoir la démocratie, alors que de l'autre côté de l'AES, on voit pas l'exception malienne, on voit le Burkina Faso, le Mali, qui ne sont vraiment pas en odeur de CTT par rapport à leur peuple, mais qui sont en train de chercher véritablement une certaine légitimation. Et pour eux, c'est attaquer les pays voisins, dire en réalité que les problèmes que nous traînons aujourd'hui, ce sont eux qui créent les problèmes, alors qu'en réalité, c'est un problème purement interne. Voilà. Monsieur Sokpeta, Abdelrahman Tiani, le général, le chef de la junte au Niger, a encore fait des siennes. Sur ce coup-là, c'est Patrice Talon, Emmanuel Macron, Alassane Ouattara, ces présidents qui sont des sponsors, selon lui, de l'attaque qui a frappé Niamey ce jeudi. Quelle est votre analyse de cette position du chef de la junte nigérienne? Bon, d'abord, vous me permettez de condamner l'attaque qui a eu lieu au Niger, parce que le peuple nigérien n'est pas différent, n'est pas aussi différent du peuple béninois, et donc ce sont deux peuples frères, et donc quand il y a d'attaque dans l'un ou l'autre des deux pays, c'est une chose à condamner avec véhémence. Pour ma part, c'est un ennemi, le terrorisme, à combattre, aussi bien du côté du Bénin que du côté du Niger, donc aussi bien du côté de Cotonou que du côté du Niamey. On est tous confrontés à ce problème. Maintenant, par rapport au discours du président Tiani, avez-vous l'impression qu'on veut conjuguer ou éradiquer ce non, terrorisme je suis peut-être pas dans la même dynamique que mes prédécesseurs qui pensent que on cherche à légitimer un pouvoir. Si légitimation on cherche à avoir, si depuis 3 ans ils n'ont pas pu réaliser cette confiance de leur peuple avec eux, ça c'est leur problème. Mais on sent que depuis l'arrivée de Tiani au pouvoir, on sait qu'il y a problème entre le Bénin et le Niger, et donc le discours d'accusation va dans les deux sens. On a eu aussi du côté du pays ici où on dit que les terroristes viennent frapper ici, ils vont se cacher dans les pays de l'AES, on ne fait rien de l'autre côté. On a eu des discours de ce genre-là ici, et donc les accusations vont ma foi dans les deux sens. Maintenant, faut-il prendre en considération, si vous préférez, contre des chefs d'État, avec quelle preuve que demandent beaucoup de personnes aujourd'hui? C'est peut-être ce qu'il faut dénoncer de la part, c'est peut-être ce qu'il faut dénoncer ici du côté de Tiani, parce que évidemment, avant de porter une telle accusation de façon à nommer carrément les autorités des pays frères, en laissant du côté la France, parce qu'accuser la Côte d'Ivoire, accuser le Bénin, ce sont des pays frères, en accusant le président d'un autre pays de ce qui arrive, ça c'était une déclaration très grave. Et donc en réalité, Tiani seul sait de quoi il parle. Et je voudrais m'inscrire dans la même direction que Hamza et souhaiter que les autorités du Bénin et de la Côte d'Ivoire puissent avoir de la retenue et puissent prendre la hauteur. Parce qu'effectivement, il y a un petit point que Innocent Godonou a souligné. Aller diriger le pouvoir, c'est quelque chose à laquelle il faut s'y préparer. Et donc, quand on est venu dans les conditions dans lesquelles
comment il s'appelle, Tiani est venu, c'est pas évident qu'on soit véritablement préparé à cela. C'est vrai que il y a un courant de pensée, il y a un mouvement qui les porte. Je veux parler du panafricanisme, le mouvement souverainiste. Donc moi je pense que ils ont certainement des problèmes, ils ont certainement des difficultés, vu que la préparation n'y est pas, et donc on est venu comme ça, avec la carapace dure que revêt le terrorisme. Ils ont tellement de difficultés, et parfois même les discours, parce que vous ne savez pas peut-être quelque chose, peut-être que dans la masse, le discours même de Tiani ne s'adresse même pas peut-être au président dont il parle. Ce discours-là s'adresse à son peuple, parce que quand on trouve un bouc émissaire, on veut apaiser ce peuple qui souffre. On veut désigner un responsable. L'attention de la menace réelle, la menace qu'on cherche à combattre, en tout cas, la menace pour laquelle on a justifié justement le putsch à l'époque. Non, moi je pense que la menace, est-ce qu'ils n'en sont pas, est-ce qu'ils ne sont pas conscients de cela, que oui, en faisant, qu'ils n'ont pas encore réussi à trouver le bout du tunnel. Ils sont conscients. Moi je pense qu'ils sont conscients. Maintenant, détourner, faire en sorte que le peuple qui est en tout cas la principale victime ici, faire en sorte que ce peuple-là puisse les comprendre dans leur peut-être non-réussite de l'atteinte des objectifs par rapport à cette lutte-là. Donc, pour moi, c'est facile de trouver un bouc émissaire qui peut-être leur permet de passer quoi, dans cette masse-là, et de pouvoir se justifier un certain nombre de choses. Parce que si 3 ans, on continue d'être soumis quand même à ces affres-là, de ces vatanguaises, de ces criminels, oui, vous êtes d'accord avec moi que le peuple ne sera toujours pas en odeur de sainteté avec eux, si tant est qu'ils étaient venus dans l'intention de combattre ce phénomène, mais qui visiblement ils ne sont pas encore au bout de leur tunnel. Il faut quand même trouver quelque chose qui permet de se rattacher, de se rapprocher un peu de ce peuple. Mais dans un contexte où il faut unir les forces pour justement venir à bout de ce phénomène, ces genres de déclarations accusatrices, si je peux le dire, ne mettent pas à mal le bon voisinage et même la diplomatie avec ces pays-là, même si on sait. Merci beaucoup, Madame Toboula. Mais il faut dire que le bon voisinage est déjà perturbé. Déjà qu'à partir d'un moment donné, il y a fermeture de la frontière, donc c'est une rupture des relations. Voilà, du côté, en tout cas des deux côtés, parce que des deux côtés, on ne va pas stigmatiser un côté et laisser l'autre. Les deux ont décidé d'une manière ou d'une autre, d'abord c'est le Niger et après c'est le Bénin. Et donc là, il y a déjà un problème de bon voisinage. Et là, mais il faut reconnaître en réalité que Tiani a échoué. Et son échec n'est pas dû, au fait, à cette fermeture-là, non seulement, mais ce n'est pas, c'est pas de la responsabilité du Bénin, ni de la Côte d'Ivoire, ni de la France. Parce que quand il est venu pour régler un problème. Le problème du terrorisme, il n'y arrive surtout pas. Le Niger est un pays très, très vaste. Même la Russie, seule en tant que puissance, ne pourrait véritablement pas les aider. Quand nous prenons les Béninois, nous avons opté pour un multilatéralisme en ce qui concerne la coopération militaire. Eux, ils ont choisi un unilatéralisme. Ils ont voulu tout simplement en finir avec la France et construire peut-être de nouvelles relations avec la Russie. Et c'est ça tout l'échec. Si vous dirigez un pays et que des assaillants ont été à un moment donné capables d'attaquer un secteur aussi névralgique, souffrez quand même que vous avez échoué. Même si, entre-temps, lorsqu'il y avait eu le coup d'État déjoué ici au Bénin, on aurait appris qu'entre-temps, un aéronef nigérien a dû atterrir à Burkina Faso et puis la force multinationale de l'AES était en attente. Mais pourquoi cette force-là ne pouvait pas s'unir pour contrer la menace terroriste? Tant est que
Et on pense, l'AES pense réellement qu'il peut elle seule régler le problème. Tiani a échoué et il ne peut pas mettre dans son collimateur le président Talon, parce que le président Talon n'est pas responsable de ce qui se passe au Niger. Oui, ça, là, il faut véritablement qu'on comprenne. Et encore, vous savez, les enseignants qui sont au Niger traversent quand même une précarité qu'on ne saurait le dire. Ils ne sont pas payés. Et aujourd'hui, ils sont en train de réclamer. Je ne sais pas si entre-temps, ils ont été payés. Il faut véritablement faire face au réel problème. Le problème des Nigériens, c'est qu'aujourd'hui, ils traversent une période de souffrance. Et là, cette attaque-là montre encore toute la défaillance du système sécuritaire du Niger. Mais au lieu véritablement de faire face à ce problème et d'assumer les responsabilités, on préfère dire que c'est d'autres pays qui ont sponsorisé véritablement cette incursion. Mais attention, je reviens encore sur ce fait que l'AES est en train d'échouer dans cette mission qui est celle véritablement de contrer la menace terroriste. Et pour y arriver, il faut forcément une mutualisation des renseignements. Il faut même à un niveau donné qu'ils puissent tendre la main aux pays comme la Côte d'Ivoire, comme le Bénin, puisque la menace terroriste, c'est le dénominateur commun de toute la politique sécurité des pays de la sous-région. Alors, en boutant hors de leur pays, la France, c'est parce qu'elle s'est retrouvée à un moment donné, en tout cas selon eux, inefficace, et également appuyer leurs ressources. On a privilégié un partenaire russe comme gage justement d'efficacité, mais là, on trouve encore que c'est la France qui veut déstabiliser, la France et le Bénin et tout ce que vous savez là qui veut déstabiliser le Niger dans sa position. Alors, monsieur Abdoulaye Hamzat, vous, ce paradoxe vous inspire quoi? C'est très complexe. Bon, déjà, permettez-moi de revenir rapidement par rapport à ce que monsieur Godon vient de dire. Alors, la question de la sécurité, c'est une question vraiment complexe, surtout quand il s'agit des terroristes, parce qu'ici, on parle d'une guerre asymétrique qui n'a rien à voir avec une guerre conventionnelle où on sait que nos forces de défense sont habilitées à combattre. Mais ici, face à cette guerre asymétrique, il y a plusieurs données qui entrent en jeu. Et si on dit tout de suite que le Niger de Tiani a échoué sur ce plan, que l'AES aussi a échoué, je pense que c'est trop facile parce que c'est une guerre commune qu'on n'a toujours pas réussi à terminer, justement parce qu'on n'arrive même pas à identifier les acteurs de cette guerre. Et ce qui rend les choses plus compliquées, on n'arrive pas à synchroniser nos services de renseignement à cause justement de cette brouille diplomatique entre nos pays. Et c'est un problème parce qu'il va falloir à un moment surmonter ensemble en mettant de côté nos différends. Alors la France, vous faites bien de le dire, la France pendant un certain temps avait déployé l'opération Serval pour régler un problème ponctuel. Et ce problème a été réglé ponctuellement, mais l'opération Serval s'est muée ou a muté en Barkhane, à la force Barkhane, qui a pris une dizaine d'années, mais qui n'a pas réussi à régler le problème sécuritaire. C'est un fait en tout cas qu'on peut observer durant ces années. C'est vrai, il y a eu un sacrifice sur le terrain, mais en termes de résultats, c'est beaucoup plus mitigé. Je pense que même la France l'a reconnu à plusieurs moments. Mais ici, nous sommes face à une configuration encore plus complexe, puisque le Niger de cette jeune, du général Tiani, est arrivé au pouvoir avec un narratif, c'est-à-dire le narratif de la souveraineté que j'appelle souveraineté débridée ou même sourcilleuse et qui ne met pas du tout en avant l'intégration qui est complètement belliqueuse. Donc ce narratif aujourd'hui est mis en avant, c'est-à-dire le problème c'est toujours les autres qui sont la cause des problèmes, en oubliant que chacun a sa part de responsabilité, surtout quand il s'agit de la sécurité. Donc on ne peut pas au nom d'une bisbille avec le Bénin, avec la France ou avec la Côte d'Ivoire, mettre en danger la sécurité de ses propres citoyens. Je pense qu'à un moment ou à un autre, il faut faire la part des choses et se dire la priorité, c'est la sécurité des citoyens. Et c'est ce que oublie aujourd'hui le Niger avec cette déclaration tonitruante, surtout quand il s'agit de sécurité. Et la dernière chose à ce niveau, je pense fondamentalement que la France n'est pas un pays frontalier du Niger, encore moins du Bénin ou de la Côte d'Ivoire. C'est vrai que la France est un partenaire stratégique du Bénin en matière de défense, en matière de sécurité,
mais on ne partage pas nos frontières avec la France. Donc, chaque État, au nom justement de cette souveraineté que défend le Niger, a le droit d'établir des partenariats stratégiques avec qui il entend, comme il entend, et justement parce que les États n'ont pas d'amis, mais ils n'ont que des intérêts. Donc je pense que ça, le général Tiani l'oublie aussi. Et je trouve fondamentalement que quand on veut noyer son chien, on l'accuse de rage. Et c'est ce qu'il fait très bien aujourd'hui. Justement, le général Tiani dit qu'il va rougir. Est-ce qu'il faut prendre sa menace au sérieux? C'est vrai qu'on a entendu le porte-parole dire que le Bénin ne prend rien à la légère sur ce coup-là. Que tout le monde sait que c'est le positionnement du Bénin qui pourrait gêner, en tout cas dans une certaine mesure. Est-ce qu'il faut prendre Tiani au sérieux quand il dit qu'il va rougir ou rugir? N'oublions pas une chose, c'est qu'un chef d'État, même s'il est chef d'une junte, a à sa solde un service de renseignement. Donc ne prenons pas à la légère ses propos non plus, ne faisons pas non plus une sorte de discrimination. J'ai écouté les propos du porte-parole qui a parlé du fait que le Bénin était premier, ça suscite de la jalousie, c'est tant mieux. Mais ici, c'est un sujet très sérieux et c'est la diplomatie qui doit véritablement être au cœur de ce jeu parce qu'on ne va pas l'oublier ou le nier. Les Nigériens sont nos frères et les populations n'ont jamais attendu des hommes politiques avant de mener des échanges, avant de nouer des relations. Et ça ne s'est même jamais estompé ou arrêté malgré la fermeture des frontières, malgré la diplomatie qui est aujourd'hui au beau-fixe entre ces deux États. Donc, comme je le disais tantôt, les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Il est impératif aujourd'hui de prendre ces considérations, ces propos surtout au sérieux, mais en mettant au centre du village le langage de la diplomatie, parce qu'on aura besoin les uns des autres pour vaincre. Discuter avec quelqu'un qui oui, dans cette posture. On peut, parce que moi, je comprends le chef de l'État quand il dit il a tendu la main et il continuera de le faire. Donc oui, cette possibilité de discuter existe, quitte à activer véritablement les différents paramètres pour y arriver. Je finis vraiment là-dessus en disant que le général Tiani est dans une posture aussi d'émotion. C'était sous le coup de l'émotion, il n'a pas les règles de la diplomatie. Est-ce qu'on va lui pardonner? Je ne sais pas, mais c'est à nous surtout de prendre de la hauteur par rapport à ses propos et de ne pas rentrer dans ce jeu. Ça commence à faire un peu de trop, non, quand même. Ça commence à faire un peu de trop, mais comme vous le savez, l'Afrique est aussi devenue un terrain d'affrontement géopolitique entre les puissances. C'est pour ça que je dis, il ne faut pas prendre tous les propos du général Tiani comme des propos d'un naïf, parce que de 70 à 95, c'était la même chose, c'est-à-dire l'Afrique était un terrain d'affrontement entre deux blocs. Aujourd'hui, c'est pas la même configuration, mais on n'en est pas loin. Quand vous prenez la Russie et la Chine d'une part, c'est que la France et les États-Unis d'autre part constituent en quelque sorte des adversaires, sur le plan en tout cas géopolitique et géostratégique, même si c'est devenu plus complexe avec Donald Trump. Monsieur Soukouet, vous voulez prendre une pause pour enlever le chat de votre gauche parce que j'ai l'impression que vous avez un gros chat là. C'est bon. En fait, vous avez quelques minutes pour que vous l'enleviez, le temps que monsieur Godon nous prenne la parole. Je pense quand même que, au fait, la situation du Niger ne doit pas nous réjouir de ce qu'une junte, plus futile junte, serait en train d'échouer, ce qui moi, je pense. Non, c'est-à-dire que le sentiment qu'on a l'habitude, on a tendance à faire voir, c'est que parce que c'est une junte, ils n'ont aucune chose là, et donc l'échec, c'est ce qu'il faille pour qu'ils puissent se rendre compte que le pouvoir, ce n'est pas leur chose et qu'ils dégagent. Bon, moi, je pense que le problème ici, c'est la menace terroriste, comme l'a dit, qui est une guerre asymétrique. Ça n'échappe pas, le Bénin n'y échappe pas, même la Côte d'Ivoire, on s'en souvient, n'y échappe pas. Et donc, moi, je pense que s'il y a un ennemi commun à abattre, c'est ce phénomène-là. Maintenant, je ne sais pas, comme je l'ai démontré tout à l'heure, chercher à trouver un bouc émissaire pour se faire une image auprès de sa population. Si c'est la voie trouvée par Tiani, moi je pense qu'il faut le laisser sur son chemin. Mais le souci, à mon humble avis... Ignorer ces accusations et faire le dos rond une fois de plus. Non, justement, le problème c'est que quand il dit par exemple qu'il va surgir, moi je ne sais pas, quelle guerre pourra-t-il... Si entre-temps, le Bénin ne rentre pas dans son jeu,
bon, je ne sais pas. C'est lorsque le Bénin rentrera dans son jeu qu'on créera une guerre qui n'aura pas de sens en réalité. Parce que, comme l'a dit Hamza, encore une fois, au fait, le problème c'est le Bénin, le Niger, au fait, c'est cette histoire de balkanisation qui nous a divisés. Sinon, c'est le même peuple. Vous avez vu pendant longtemps, et ça, c'est les collaborations entre le Bénin et le Niger ont été toujours de très bonnes collaborations. Le Niger a pour port naturel le port de Cotonou, et puis on se nourrissait vice versa. Le problème, c'est, moi, je pense que il y a quand même un langage de vérité qu'il faut tenir. Comme l'a dit Hamza, nous sommes aujourd'hui en Afrique confrontés à ce problème de guerre, de leadership entre les puissances. Et donc, il faut faire très attention. Si entre-temps, les pays africains ne prennent pas conscience de cela et cherchent à faire le jeu des puissances, voilà, les divisions comme ce que nous sommes en train d'avoir là pourront continuer. Et moi, je pense qu'on doit d'abord se considérer comme frères. Le général Tiani doit lui-même se rendre compte qu'en réalité, créer une guerre avec le Bénin, ça ne l'arrange pas. Ça n'arrange pas son peuple. Ça n'arrange pas le peuple béninois. Et donc, il va falloir qu'ils comprennent que non, on peut toujours trouver un terrain d'entente. S'il y a une puissance qui cherche à créer la zizanie pour prendre le dessus sur une autre puissance, que nous entendons pour lui dire un certain nombre de vérités pour dire arrêtez. Monsieur Cotonou, vous avez la parole. On laisse Tiani à cette demain. Je ne vais pas analyser les propos de Tiani. Je suis désolé de ce que j'entends. C'est vrai que le terrorisme, c'est une guerre asymétrique. Mais à un niveau donné, le terrorisme même est instrumentalisé contre un certain nombre de régimes. Quand vous prenez le problème syrien, c'est très clair, c'est bien tracé. Celui qui est là, il fut un terroriste. Il a été soutenu par des puissances occidentales. Quand vous prenez l'Afghanistan, à un niveau donné, les États-Unis ont composé avec l'Al-Qaïda, ils ont composé avec Oussama Ben Laden pour nuire un peu à l'Union soviétique. Aujourd'hui, dans les propos de Tiani, il faut retenir deux choses. L'axe Paris, Abidjan et Cotonou constituent le sponsor du terrorisme. Et deux, selon lui, et selon lui, il entend se venger. Il a une tonalité vindicative. Est-ce qu'il va encore utiliser ces mêmes assaillants, cette même organisation terroriste pour venir perturber la quiétude de nos pauvres populations qui se trouvent aussi dans cette zone à haut risque? C'est toujours comme ça qu'ils vont se faire. Il n'y aura pas une guerre entre le Niger et le Bénin. Il n'y aura pas une guerre entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Mais d'une manière ou d'une autre, ils vont instrumentaliser le terrorisme. Ce terrorisme même qui constitue un ennemi commun à tout le monde devient maintenant un centre, devient maintenant une instrumentalisation. Et c'est grave, c'est très très grave pour l'avenir, en fait, pour l'avenir de ces nations-là. Je pense que sur cette question, le gouvernement a vidé la question. Ils ne prennent pas ça à la légère, donc on reste sur le... On veut passer à un autre sujet. Parce que c'est important de nuancer. La Syrie, l'Afghanistan n'étaient pas dans le même contexte parce que ici, nous avons un régime démocratiquement élu qui exerçait sa fonction, qui est tombé justement avec ce coup d'État en juillet 2023, il me semble. Ce n'est pas les mêmes configurations en plus parce que le terrorisme ici, surtout dans la zone du Sahel, n'a rien à voir avec l'État islamique qui est très organisé, bien structuré, avec un objectif très clair à atteindre. Donc ici, nous avons une nébuleuse de petites organisations, la plupart de petits bandits qui ont réussi à avoir l'arsenal et l'outillage nécessaire. C'est vrai, il faut se poser la question, d'où est-ce qu'ils ont eu les moyens pour avoir autant d'arsenal? Débat qu'on va pas faire. Exactement. Et je finis là-dessus en disant une chose importante, c'est que aujourd'hui, le narratif doit vraiment être axé autour de la diplomatie et très peu sur l'affrontement verbal. Ça ne sert à rien aujourd'hui de s'affronter verbalement, mais le terrain diplomatique, le terrain de la discussion est la seule issue.
on comprend que le chef de l'État de la jeune, je vais dire nigérien, est un peu dans l'émotion. Mais allez, on va le laisser et puis ça va passer et ensuite continuer à discuter parce qu'ici, nous avons deux populations qui souffrent des affres de ces affrontements par médias interposés, de ces ruptures, je vais dire, désordonnées de nos diplomaties et surtout qui ne bénéficient plus aujourd'hui du service économique qui transitait entre l'axe Niamey et Cotonou. Et c'est quand même dommage parce que en tant qu'État démocratiquement, enfin, en tant qu'État démocratique, respectant respectant les règles de la démocratie, il est impératif justement de voir les priorités des populations et de nourrir justement ces priorités à travers une gouvernance juste, équitable. Et on revient au plan national purement pour aborder à présent notre deuxième sujet. Il s'agit des communales. Après les résultats proclamés par la Sénat, la Cour suprême connaît déjà des recours. Les zones ciblées, selon le quotidien d'information publique, par exemple, Porto Novo, a promis traité, Zé Alada, des communes dans lesquelles la Sénat a déclaré le bloc républicain vainqueur pour prendre les mairies. Donc les contestations sont donc plus du côté de l'autre parti qui a été éligible ou déclaré éligible à prendre donc des mairies. Monsieur Soupétan, je veux bien commencer par vous. Comme quoi, ce raccourci de parti siamois, comprennent certains, ne fonctionne pas toujours quand il s'agit de contrôler ou d'obtenir le pouvoir. Bon, moi, c'est des partis politiques. Non, le problème, c'est que je ne sais pas si on devrait faire polémique autour de cette chose-là, parce que... Autour de quoi? De ces revendications... Bon, moi, mon sens, déjà, les revendications, c'est ce qui surprend. Bon, parce que c'est un match amical, je ne sais pas pourquoi on se gueule là. C'est quoi vous appelez match amical, monsieur? Le go communal, il n'y a que les partis siamois dont vous parlez qui... Non, moi je ne parle pas de... Je dis comme quoi le raccourci qu'en prennent certains pour parler de partis siamois ne fonctionne pas quand il s'agit de se partager le pouvoir. C'était ça ma question. Moi je ne parle pas de partis... Non, le problème c'est que il faut laisser deux frères qui se tirent un gâteau. Si quelqu'un a réussi en fin de compte à prendre la grosse partie, ça fait leurs oignons. Moi, mon problème, c'est que ce soit Bière ou Pierre, en fin de compte, qu'est-ce qui va se passer? On sait déjà comment ça se passe. Quand ça se chamaille trop, on va au palais et on décide d'une loi après à l'Assemblée nationale qui donne le pouvoir. Lequel des palais? Ah, mais on sait comment ça se passe. Non, on ne va pas faire dans de l'à peu près parce qu'il y a un public qui nous écoute. Il ne faut pas qu'on fasse dans de la désinformation non plus, monsieur Soukouta. On sait comment ça s'est passé en C'est pour ça que j'ai demandé, vous parlez duquel des palais? Parce qu'on en a au moins deux, enfin, en attendant la nouvelle architecture. Ils connaissent bien leur circuit. Le circuit, les deux blocs, ils connaissent bien leur circuit. Quand ça ne marche pas, on sait qui on appelle. Et qui appelle qui pour qu'on s'entende sur une loi qui désigne finalement le maire. Ça peut être la majorité, quand on dit que c'est la majorité qui élit le maire, on peut décider après que bon, ce n'est plus ça, c'est le parti qui décide. Et on sait qui est le parti, on sait qui a les partis, et ça va. Il n'y a pas... Vous ne comprenez pas qu'il se chamaille, c'est cela, monsieur oui, je ne comprends pas. Franchement, je ne comprends pas. C'est vrai que les intérêts personnels X qui devraient être déclarés élus au profit de Y ne l'a finalement pas obtenu. On pourrait lui dire dans les coulisses, pardon, calme-toi, c'est fini, on n'est plus en match là. Le match est terminé. Donc, laisse le gagnant partir. Vous ironisez presque, monsieur, vous avez la parole. Non, mais en fait, il y a une vérité qu'il ne faut pas nier. Le BR et l'UPR sont des partis siamois. Je le dis. Je prends la responsabilité de le dire. Mais les membres de ces deux partis-là ne se considèrent pas comme des frères siamois. Parce que les communales ont un enjeu. C'est très très important.
Et là, tout ce qui se passe remet maintenant les institutions de la République dans leur contexte. La Cour suprême qui est en train de jouer son rôle en tant que régulateur. Donc, dans l'imaginaire de nous autres, ce sont des frères siamois parce que émanant de la mouvance présidentielle, mais dans la réalité ou bien dans le caractère fonctionnel, mais ils ne sont pas des partis siamois parce que s'ils étaient vraiment des partis siamois, on aurait pu accepter que bon, le BR a gagné à Porto-Novo et aussi à Alada et donc il faut leur concéder eh bien, les sièges. Mais non, ils ont dû faire une bataille judiciaire. Et la Cour suprême maintenant a donné raison à l'UP selon en tout cas, de toute façon, on attend formellement les décisions. Mais cela remet les institutions de la République désormais dans leur rôle qui est, quel que soit parti siamois ou bien parti d'opposition ou de mouvance, eh bien, il leur revient de jouer pleinement leur partition. Mais il faut reconnaître aussi qu'a priori, quand ça commence comme ça, on se dit, mais ils sont des frères, non? Ils sont de la même mouvance, non? Ils pouvaient s'entendre. Mais attention, ils ont fait recours aux institutions de la République pour pouvoir gérer, je pense que c'est quand même sérieux pour qu'on arrive à les laisser se battre jusqu'à même, pourquoi pas, se faire du mal. Donc, c'est des partis siamois, mais les adhérents où les membres ne sont pas du tout siamois. Mais quand des partis qui sont quand même connus de la majorité, justement, on arrive à s'accuser mutuellement ou à s'accuser simplement de bourrage, etc. Vous comprenez aujourd'hui la posture dans ces requêtes devant la Cour suprême qui est justement le droit de contester, enfin, de demander à se faire écouter ou justice si vous préférez. Oui, je pense que les tests donnent les prérogatives justement aux partis de pouvoir, en tout cas, faire ce genre de recours. Donc, je pense que, voilà, ils sont dans leur droit, légitime en tout cas. La question de savoir s'ils sont des frères ou pas, bon, allez, je ne sais pas, je ne veux pas rentrer dans ce débat, mais je pense qu'on est aujourd'hui face à une configuration exceptionnelle, c'est-à-dire, deux partis ont été montés et on les a mis sur les mêmes piédestals. Mais la réalité, c'est qu'en politique, il n'y a pas de fraternité qui tienne en réalité. Il n'y a pas de frères siamois en politique. En politique, il y a des intérêts et que des enjeux. Il n'y a que ça qui tienne. Donc, si aujourd'hui le Bloc républicain estime que oui, elle voudrait être la première force politique, justement parce que quand on observe les scores, déjà au niveau législatif, vous sentez qu'il y a une montée en puissance de ce parti. Donc, ce parti ne veut plus être catégorisé au rang du petit frère, c'est-à-dire du petit frère du grand mouvement politique qui se soumet aux dynamiques du plus grand. Donc aujourd'hui, je pense que ce parti a compris les enjeux, a mis en place... Oui, justement parce que le plus petit a pris... Justement parce que le plus petit est en train de monter en puissance au point de revendiquer la place de la première puissance ou de la première force politique du pays. Donc comprenez que si l'UPR ou l'Union progressiste, le renouveau, estime que voilà, il y a possibilité en tout cas que certaines choses ne se soient pas bien passées, comprenez que c'est une dynamique politique qu'on a déjà observée par le passé. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, comme le disait l'autre. Oui, bon, quand on regarde un peu les zones dans lesquelles on a porté les recours, Porto Novo, après Misrete, Zé, Porto Novo qui était, en tout cas jusqu'à la mandature qui est en train de finir aujourd'hui, UPR, Zé, pratiquement également. Cette formation politique tient quand même à ces zones. Oui, mais il faut dire que dans ces zones que vous citez, il y a eu un éclatement surtout lié au PRD de maître Adrien Hongbeji qui pendant longtemps a dansé sur de la tectonique politique en faisant des déclarations un peu contradictoires et paradoxales. Donc ça, je pense que les électeurs comprennent ça. Les électeurs comprennent que il y a quelque chose qui ne fonctionne pas à ce niveau.
Et vous savez très bien aussi que ces bastions sont en réalité sous la main de Maître Adrien Mbedji. Donc, ces propos ont certainement créé des confusions au niveau des électeurs et le BR en a certainement profité. Donc, aujourd'hui, je peux comprendre que l'UPR revendique qu'il y ait des trucages, enfin, je ne sais pas si c'est le terme exact, mais revendique en tout cas. Conteste les résultats. On parle d'inversion de résultats. Conteste ces résultats, mais on est face à la montée en puissance du bloc républicain. Espérons peut-être que ça puisse dénouer sur une ambiance réelle d'une politique de confrontation sur le terrain, sur les idées et surtout sur les propositions à faire. Oui, monsieur Doudou. Moi, indépendamment de l'éclatement du PRD, mais il faut dire au fait que les électeurs qui se trouvent dans ces zones-là ont soif d'une alternance politique. Parce que il y a l'UPR qui a déjà fait ses preuves, et puis les Républicains sont venus aussi avec une nouvelle vision. Ils ont surfé certainement sur ce qui n'a pas pu marcher avec les progressistes, et c'est ça qu'ils proposent à la population. Mais je continue de le dire, les communales ont toujours un enjeu plus important même. Voilà, que même les présidentielles, parce que là, les acteurs sont directement en contact avec les électeurs. Et donc là, c'est ce qui fait véritablement être plus... Des élections de proximité. Voilà, justement. Malheureusement, parce que quand vous prenez les taux de participation à ces élections... oui, mais depuis 2016, on voit que le taux de participation n'a jamais été élevé. Monsieur le secrétaire, on laisse la Cour trancher sur cette question simplement. Moi, je pense que la Cour... La Cour suprême, évidemment. Oui, la Cour suprême a plus de facilité à trancher. Plus de facilité parce que ça aille dans un sens comme dans l'autre. C'est le même... C'est la même personne qui gagne. Il s'agit de différences politiques. Non, je suis désolé, madame. C'est-à-dire que, monsieur, au fait, ce que je veux faire comprendre, bon, dites-moi, quel est l'objectif, enfin? Si je fais tomber Innocent Godonou, parce qu'il est UPR, moi je suis BR, je le fais tomber dans ma zone, d'ici là, les présidentielles, nous allons nous revoir. On ne dirait pas que vous comprenez les enjeux même oui, justement, parce que à la fin de compte, nos mairies sont dans la main de la mouvance. Bon, qui gère la mouvance? Tout le monde a la solde de celui qui est là. Et bon, donc, on fait la politique de celui qui est là. S'il y avait, par exemple, un parti d'opposition qui sera... il y avait un parti d'opposition? Non, s'il vous plaît. C'est-à-dire, moi, je parle je parle de ceux qui sont élus. Je parle de ceux qui sont élus. Je parle de ceux qui sont élus. Donc, s'il y avait un membre de LD ou un membre de FCBE qui était face à BR, je comprendrais. Ben, là, c'est la même personne. Tout le monde... bon, la Cour suprême, moi, je leur dis félicitations parce qu'ils n'auront pas de boulot, ils auront plus de facilité à trancher. Qu'ils tranchent dans un temps comme dans un autre, on applaudit quoi. On se tape. On connaît le temps pour que cette Cour puisse trancher. On laisse donc l'institution statuer sur ces différents recours des camps qui donc se sentent lésés dans les résultats proclamés par la Sénat. On en a fini pour ce soir. Merci M. Abdoulaye. J'aurais quand même passé un mot. Oui. Quand on parlait tout à l'heure d'élections de proximité, les réformes nous ont obligés aujourd'hui à comprendre que même si des électeurs d'une zone ou d'une commune désignent un parti ou désignent un parti au nom du barrage des 10% pour les communales et des 20% pour ne pourra malheureusement pas en jouir. Donc c'est beaucoup moins devenu vraiment des élections de proximité. Moi je les appelle des élections de deuxième division parce que l'engouement est tombé. On est passé peut-être sur 10 de 6 électeurs à 3 ou 3,4. Donc c'est des choses qu'il faut vraiment prendre en considération. Peut-être nos futurs législateurs vont prendre à cœur ces questions et apporter des réformes vraiment importantes. La dernière chose, c'est que les deux partis aujourd'hui s'affrontent sur le terrain de ces réclamations ou sur le terrain de l'imposition en tant que première force politique. Donc cela augure quelque chose qui va être différent parce que quand on va sortir le concepteur
de tout ça, du jeu, eh bien, attendez-vous à beaucoup de choses. So wait and see. Merci à vous, Monsieur Hamzat Abdoulaye. Vous êtes consultant géopolitique. Monsieur Nicolas Sopeta, vous êtes enseignant, merci. Monsieur Godonou, Innocent, vous êtes également enseignant, merci. Merci à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. C'est tout pour le débat de ce soir. On se retrouve lundi prochain, si Dieu le veut. Nous vous rappelons que toutes nos productions restent disponibles sur nos plateformes numériques, notre chaîne YouTube ETélé Bénin, notre application que vous pouvez télécharger, ETélé Bénin, sans oublier que vous pouvez nous suivre sur le www.etélébénin.com. Très bon début de week-end à vous tous. ETélé avec vous, pour vous.